Jean-François de la Pérouse. Voyage autour du monde sur l'astrolabe et la boussole. Arrivée à l'île de Pâques, 1786. Je prolongeai, pendant la nuit du 8 ou 9 avril, la côte de l'île de Pâques à 3 lieues de distance. Le temps était clair et les vents avaient fait le tour du nord au sud-est dans moins de 3 heures. Au jour, je fis route pour la baie de Cook. C'est celle de l'île qui est le plus à l'abri des vents du nord au sud, par l'est. Elle n'est ouverte qu'au vent d'ouest. Et le temps était si beau que j'avais l'espoir qu'il ne soufflerait pas de plusieurs jours. À 11 heures du matin, je n'étais plus qu'à 1 lieue du mouillage. L'astrolabe avait déjà laissé tomber son ancre. Je mouillais très près de cette frégate. Mais le fond était si rapide que les ancres de nos 2 bâtiments ne prirent point. Nous fûmes obligés de les relever et de courir de bord pour regagner le mouillage. Cette contrariété ne ralentit pas l'ardeur des Indiens. Ils nous suivirent à la nage jusqu'à 1 lieue au large. Ils montèrent à bord avec un air riant et une sécurité qui me donnèrent la meilleure opinion de leur caractère. Des hommes plus soupçonneux eussent craint, lorsque nous remîmes à la voile, de se voir enlevés et arrachés à leur terre natale, mais l'idée d'une perfidie ne parut pas même se présenter à leur esprit. Ils étaient au milieu de nous, nus et sans aucune arme. Une simple ficelle autour des reins servait à fixer un paquet d'herbes qui cachait leur partie naturelle. Mr. Hodges, peintre, qui avait accompagné le capitaine Cook dans son second voyage, a fort mal rendu leur physionomie. Elle est généralement agréable, mais très variée, et n'a point, comme celle des Malais, des Chinois et des Chiliens, un caractère qui lui soit propre. Je fis divers présents à ces Indiens. Ils préféraient des morceaux de toile peinte aux demi-aunes au clou, au couteau et aux rassades, mais ils désiraient encore davantage les chapeaux. Nous en avions une trop petite quantité pour en donner à plusieurs. À 8 heures du soir, je pris congé de mes nouveaux hôtes, leur faisais entendre qu'à la pointe du jour je descendrais à terre. Ils s'embarquèrent dans le canot en dansant, et ils se jetèrent à la mer à 2 portées de fusil du rivage, sur lequel la lame brisait avec force. Ils avaient eu la précaution de faire des petits paquets de nos présents, et chacun avait posé le sien sur sa tête, pour le garantir de l'eau. Description de l'île de Pâques, événements qui nous y sont arrivés, mœurs et coutumes des habitants. Le débarquement est assez facile au pied d'une des statues dont je parlerai bientôt. À la pointe du jour, je fis tout disposer pour notre descente à terre. Je devais me flatter d'y trouver des amis, puisque j'avais comblé de présents tous ceux qui étaient venus à bord la veille. Mais j'avais trop médité les relations des différents voyageurs pour ne pas savoir que ces Indiens sont de grands enfants, dont la vue de nos différents meubles excite si fort les désirs qu'ils mettent tout en usage pour s'en emparer. Je crus donc qu'il fallait les retenir par la crainte, et j'ordonnai qu'on mît à cette descente un petit appareil guerrier. Nous la fîmes en effet avec 4 canots et 12 soldats armés. Monsieur de Langle et moi étions suivis de tous les passagers et officiers, à l'exception de ceux qui étaient nécessaires à bord des 2 frégates pour le service. Nous composions, en y comprenant l'équipage de nos bâtiments à rames, environ 70 personnes. 400 ou 500 Indiens nous attendaient sur le rivage. Ils étaient sans armes, quelques-uns couverts de pièces d'étoffe blanche ou jaune. Mais le plus grand nombre étaient nus. Plusieurs étaient tatoués et avaient le visage peint d'une couleur rouge. Leurs cris et leur physionomie exprimaient la joie. Ils s'avancèrent pour nous donner la main et faciliter notre descente. L'île, dans cette partie, est élevée d'environ 20 pieds. Les montagnes sont à 7 ou 800 toises dans l'intérieur, et du pied de ces montagnes, le terrain s'abaisse en pente douce vers la mer. Cet espace est couvert d'une herbe que je crois propre à nourrir les bestiaux. Cette herbe recouvre de grosses pierres qui ne sont que posées sur la terre. Elles m'ont paru absolument les mêmes que celles de l'île de France, appelée dans le pays gyromons, parce que le plus grand nombre est de la grosseur de ce fruit. Et ces pierres que nous trouvions si incommodes en marchant sont un bienfait de la nature. Elles conservent à la terre sa fraîcheur et son humidité, et suppléent en partie à l'ombre salutaire des arbres que ses habitants ont eu l'imprudence de couper dans des temps sans doute très reculés. Ce qui a exposé leur sol à être calciné par l'ardeur du soleil et les a réduits à n'avoir ni ravin ni ruisseau,
ni source. Ils ignoraient que, dans les petites îles, au milieu d'un océan immense, la fraîcheur de la terre couverte d'arbres peut seule arrêter, condenser les nuages et entretenir ainsi sur les montagnes une pluie presque continuelle qui se répand en sources ou en ruisseaux dans les différents quartiers. Un long séjour à l'île de France, qui ressemble si fort à l'île de Pâques, m'a appris que les arbres n'y repoussent jamais, à moins d'être abrités des vents de mer par d'autres arbres ou par des enceintes de murailles. Et c'est cette connaissance qui m'a découvert la cause de la dévastation de l'île de Pâques. Les habitants de cette île ont bien moins à se plaindre des éruptions de leur volcan, éteint depuis longtemps, que de leur propre imprudence. Mais comme l'homme est de tous les êtres celui qui s'habitue le plus à toutes les situations, ce peuple m'a paru moins malheureux qu'au capitaine Cook et à Mr. Forster. Ceux-ci arrivèrent dans cette île après un voyage long et pénible, manquant de tout, malades du scorbut. Ils n'y trouvèrent ni eau, ni bois, ni cochons. Quelques poules, des bananes et des patates sont de bien faibles ressources dans ces circonstances. Leur relation porte l'empreinte de cette situation. La nôtre était infiniment meilleure. Les équipages jouissaient de la plus parfaite santé, nous avions pris au Chili ce qui nous était nécessaire pour plusieurs mois, et nous ne désirions de ce peuple que la faculté de lui faire du bien. Nous lui apportions des chèvres, des brebis, des cochons, nous avions des graines d'oranger, de citronnier, de coton, de maïs, et généralement toutes les espèces qui pouvaient réussir dans son île. Notre premier soin, après avoir débarqué, fut de former une enceinte avec des soldats armés, rangés en cercle. Nous enjoignîmes aux habitants de laisser cet espace vide, nous y dressâmes une tente. Je fis descendre à terre les présents que je leur destinais, ainsi que les différents bestiaux. Mais comme j'avais expressément défendu de tirer, et que mes ordres portaient de ne pas même éloigner à coups de crosse de fusil les Indiens qui seraient trop incommodes, bientôt les soldats furent eux-mêmes exposés à la rapacité de ces insulaires, dont le nombre s'était accru. Ils étaient au moins 800, et dans ce nombre, il y avait bien certainement 150 femmes. La physionomie de beaucoup de ces femmes était agréable. Elles offraient leur faveur à tous ceux qui voudraient leur faire quelques présents. Les Indiens nous engageaient à les accepter. Quelques-uns d'entre eux donnèrent l'exemple des plaisirs qu'elles pouvaient procurer. Ils n'étaient séparés des spectateurs que par une simple couverture d'étoffe du pays. Et pendant les agaceries de ces femmes, on enlevait nos chapeaux sur nos têtes et les mouchoirs de nos poches. Tous paraissaient complices des vols qu'on nous faisait, car à peine était-il commis que, comme une volée d'oiseaux, ils s'enfuyaient au même instant. Mais, voyant que nous ne faisions aucun usage de nos fusils, ils revenaient quelques minutes après. Ils recommençaient leurs caresses et épiaient le moment de faire un nouveau larcin. Ce manège dura toute la matinée. Comme nous devions partir dans la nuit, et qu'un si court espace de temps ne nous permettait pas de nous occuper de leur éducation, nous prîmes le parti de nous amuser des ruses que ces insulaires employaient pour nous voler. Et afin d'ôter tout prétexte à aucune voie de fait, qui aurait pu avoir des suites funestes, j'annonçai que je ferais rendre aux soldats et aux matelots les chapeaux qui seraient enlevés. Ces Indiens étaient sans armes. 3 ou 4, sur un si grand nombre, avaient une espèce de massue de bois très peu redoutable. Quelques-uns paraissaient avoir une légère autorité sur les autres. Je les pris pour des chefs et je leur distribuai des médailles que j'attachai à leur cou avec une chaîne. Mais je m'aperçus bientôt qu'ils étaient précisément les plus insignes voleurs, et quoiqu'ils eussent l'air de poursuivre ceux qui enlevaient nos mouchoirs, il était facile de voir que c'était avec l'intention la plus décidée de ne pas les joindre. Nous n'avions que 8 ou 10 heures à rester sur l'île et nous ne voulions pas perdre d'autre temps. Je confiai donc la garde de la tente et de tous nos effets à M. Descures, mon premier lieutenant. Je le chargeai en outre du commandement de tous les soldats et matelots qui étaient à terre. Nous nous divisâmes ensuite en 2 troupes. La première, aux ordres de M. Delangle, devait pénétrer le plus possible dans l'intérieur de l'île, semer des graines dans tous les lieux qui paraîtraient susceptibles de les propager, examiner les sols, les plantes, la culture, la population, les monuments, et généralement tout ce qui peut intéresser chez ce peuple très extraordinaire. Ceux qui se sentirent la force de faire beaucoup de chemin s'enrôlèrent avec lui. Il fut suivi de M. Dagelet, de la Manon, du Chez, du Fresne, de la Martinière, du père Receveur, de l'abbé Mongès et du jardinier. La seconde, dont je faisais partie, se contenta de visiter les monuments, les plateformes, les maisons
et les plantations à une lieue autour de notre établissement. Le dessin de ces monuments donné par Mr. Hodges rend très imparfaitement ce que nous avons vu. Mr. Fosters croit qu'ils sont l'ouvrage d'un peuple beaucoup plus considérable que celui qui existe aujourd'hui. Mais son opinion ne me paraît pas fondée. Le plus grand des bustes grossiers qui sont sur ces plateformes, et que nous avons mesuré, n'a que 14 pieds 6 pouces de hauteur, 7 pieds 6 pouces de largeur aux épaules, 3 pieds d'épaisseur au ventre, 6 pieds de largeur et 5 pieds d'épaisseur à la base. Ces bustes, dis-je, pourraient être l'ouvrage de la génération actuelle, dont je crois pouvoir, sans aucune exagération, porter la population à 2000 personnes. Le nombre de femmes m'a paru fort approchant de celui des hommes. J'ai vu autant d'enfants que dans aucun autre pays. Et quoique, sur environ 1200 habitants, notre arrivée a rassemblé aux environs de la baie, il y eut au plus 300 femmes. Je n'en ai tiré d'autre conjecture que celle de supposer que les insulaires de l'extrémité de l'île étaient venus voir nos vaisseaux, et que les femmes, ou plus délicates ou plus occupées de leur ménage et de leurs enfants, étaient restées dans leur maison. En sorte que nous n'avons vu que celles qui habitent dans le voisinage de la baie. La relation de M. de Langle confirme cette opinion. Il a rencontré dans l'intérieur de l'île beaucoup de femmes et d'enfants, et nous sommes tous entrés dans ces cavernes où Mr. Fosters et quelques autres officiers du capitaine Cook crurent d'abord que les femmes pouvaient être cachées. Ce sont des maisons souterraines, de même forme que celles que je décrirai tout à l'heure, et dans lesquelles nous avons trouvé de petits fagots, dont le plus gros morceau n'avait pas 5 pieds de longueur et n'excédait pas 6 pouces de diamètre. On ne peut cependant révoquer en doute que les habitants n'eussent caché leurs femmes lorsque le capitaine Cook les visita en 1772. Mais il m'est impossible d'en deviner la raison, et nous devons peut-être à la manière généreuse dont il se conduisit envers ce peuple, la confiance qu'il a montrée, et qui nous a mis à portée de mieux juger sa population. Tous les monuments qui existent aujourd'hui, et dont M. Duché a donné un dessin fort exact, paraissent très anciens. Ils sont placés dans des morais, autant qu'on en peut juger par la grande quantité d'ossements qu'on trouve à côté. On ne peut douter que la forme de leur gouvernement actuel n'ait tellement égalé les conditions qu'il n'existe plus de chef assez considérable pour qu'un grand nombre d'hommes s'occupent du soin de conserver sa mémoire en lui érigeant une statue. On a substitué à ces colosses de petits morceaux de pierre en pyramides. Celle du sommet est blanchie par une eau de chaux. Ces espèces de mausolées, qui sont l'ouvrage d'une heure pour un seul homme, sont empilées sur le bord de la mer. Et un Indien, en se couchant à terre, nous a désigné clairement que ces pierres couvraient un tombeau. Levant ensuite les mains vers le ciel, il a voulu évidemment exprimer qu'il croyait à une autre vie. J'étais fort en garde contre cette opinion, et j'avoue que je les croyais très éloignés de cette idée. Mais, ayant vu répéter ce signe à plusieurs, et M. de Langle, qui a voyagé dans l'intérieur de l'île, m'ayant rapporté le même fait, je n'ai plus eu de doute là-dessus, et je crois que tous nos officiers et passagers ont partagé cette opinion. Nous n'avons cependant vu la trace d'aucun culte, car je ne crois pas que personne puisse prendre les statues pour des idoles, quoique ces Indiens aient montré une espèce de vénération pour elles. Ces bustes de taille colossale, dont j'ai déjà donné les dimensions, et qui prouvent bien le peu de progrès qu'ils ont fait dans la sculpture, sont d'une production volcanique, connue des naturalistes sous le nom de lapilo. C'est une pierre si tendre et si légère que quelques officiers du capitaine Cook ont cru qu'elle pouvait être factice, et composée d'une espèce de mortier qui s'était durci à l'air. Il ne reste plus qu'à expliquer comment on est parvenu à élever sans point d'appui un poids aussi considérable. Mais nous sommes certains que c'est une pierre volcanique, fort légère, et qu'avec des leviers de 5 ou 6 toises, et glissant des pierres dessous, on peut, comme l'explique très bien le capitaine Cook, parvenir à élever un poids encore plus considérable, et 100 hommes suffisent pour cette opération. Il n'y aurait pas d'espace pour le travail d'un plus grand nombre. Ainsi le merveilleux disparaît, on rend à la nature sa pierre de lapilo, qui n'est point factice, et on a lieu de croire que s'il n'y a plus de nouveaux monuments dans l'île, c'est que toutes les conditions y sont égales, et qu'on est peu jaloux d'être roi d'un peuple qui est presque nu, qui vit de patates et d'ignames, et réciproquement, ces Indiens ne pouvant être en guerre, puisqu'ils n'ont pas de voisins, n'ont pas besoin d'un chef qui ait une autorité un peu étendue. Je ne puis que hasarder des conjectures sur les mœurs de ce peuple, dont je n'entendais pas la langue, et que je n'ai vu qu'un jour. Mais j'avais l'expérience des voyageurs qui m'avaient précédé. Je connaissais parfaitement leurs relations, et je pouvais y joindre mes propres réflexions.
La 10e partie de la terre y est à peine cultivée, et je suis persuadé que 3 jours de travail suffisent à chaque Indien pour se procurer la subsistance d'une année. Cette facilité de pourvoir aux besoins de la vie m'a fait croire que les productions de la terre étaient en commun, d'autant que je suis à peu près certain que les maisons sont communes au moins à tout un village ou district. J'ai mesuré une de ces maisons auprès de notre établissement. Elle avait 310 pieds de longueur, 10 pieds de largeur et 10 pieds de hauteur au milieu. Sa forme était celle d'une pirogue renversée. On n'y pouvait entrer que par 2 portes de 2 pieds d'élévation et en se glissant sur les mains. Cette maison peut contenir plus de 200 personnes. Ce n'est pas la demeure du chef, puisqu'il n'y a aucun meuble et qu'un aussi grand espace lui serait inutile. Elle forme à elle seule un village, avec 2 ou 3 autres petites maisons peu éloignées. Il y a vraisemblablement dans chaque district un chef qui veille plus particulièrement aux plantations. Le capitaine Cook a cru que ce chef en était le propriétaire. Mais si ce célèbre navigateur a eu quelque peine à se procurer une quantité considérable de patates et d'ignames, on doit moins l'attribuer à la disette de ces comestibles qu'à la nécessité de réunir un consentement général pour les vendre. Quant aux femmes, je n'ose prononcer si elles sont communes à tout un district, et les enfants à la République. Il est certain qu'aucun Indien ne paraissait avoir sur aucune femme l'autorité d'un mari. Et si c'est le bien particulier de chacun, ils en sont très prodigues. Quelques maisons sont souterraines, comme je l'ai déjà dit, mais les autres sont construites avec des joncs, ce qui prouve qu'il y a à l'intérieur de l'île des endroits marécageux. Ces joncs sont très artistement arrangés et garantissent parfaitement de la pluie. L'édifice est porté sur un socle de pierre de taille de 18 pouces d'épaisseur, dans lequel on a creusé, à distances égales, des trous ou entre des perches qui forment la charpente en se repliant en voûte. Des paillassons de joncs garnissent l'espace qui est entre ces perches. On ne peut douter, comme l'observe le capitaine Cook, de l'identité de ce peuple avec celui des autres îles de la mer du Sud. Même langage, même physionomie, leurs étoffes sont aussi fabriquées avec l'écorce du mûrier, mais elles sont très rares parce que la sécheresse a détruit ces arbres. Ceux de cette espèce qui ont résisté n'ont que 3 pieds de hauteur. On est même obligé de les entourer de murailles pour les garantir des vents. Il est à remarquer que ces arbres n'excèdent jamais la hauteur des murs qui les abritent. Je ne doute pas qu'à d'autres époques, ces insulaires n'aient eu les mêmes productions qu'aux îles de la Société. Les arbres à fruits auront péri par la sécheresse, ainsi que les cochons et les chiens, auxquels l'eau est absolument nécessaire. Mais l'homme qui, au détroit d'Hudson, boit de l'huile de baleine, s'accoutume à tout. Et j'ai vu les naturels de l'île de Pâques boire de l'eau de mer, comme les albatros du Cap Horn. Nous étions dans la saison humide, on trouvait un peu d'eau saumâtre dans les trous au bord de la mer, ils nous l'offraient dans des calebasses, mais elles rebutaient les plus altérées. Je ne me flatte pas que les cochons dont je leur ai fait présent multiplient, mais j'espère que les chèvres et les brebis, qui boivent peu et aiment le sel, y réussiront. À 1 heure après-midi, je revins à la tente dans le dessein de retourner à bord, afin que monsieur de Clonard, mon second, pût à son tour descendre à terre. J'y trouvai presque tout le monde sans chapeau et sans mouchoir. Notre douceur avait enhardi les voleurs, et je n'avais pas été distingué des autres. Un Indien qui m'avait aidé à descendre d'une plateforme, après m'avoir rendu ce service, m'enleva mon chapeau et s'enfuit à toutes jambes, suivi comme à l'ordinaire de tous les autres. Je ne le fis pas poursuivre et ne voulus pas avoir le droit exclusif d'être garanti du soleil, vu que nous étions presque tous sans chapeau. Je continuai à examiner cette plateforme. C'est le monument qui m'a donné la plus haute opinion des anciens talents de ce peuple pour la bâtisse. Car le mot pompeux d'architecture ne convient point ici. Il paraît qu'il n'a jamais connu aucun ciment, mais il coupait et taillait parfaitement les pierres. Elles étaient placées et jointes suivant toutes les règles de l'art. J'ai rassemblé des échantillons de ces pierres. Ce sont des laves de différentes densités. La plus légère, qui doit conséquemment se décomposer la première, forme le revêtement du côté de l'intérieur de l'île. Celui qui est tourné vers la mer est construit avec une lave infiniment plus compacte, afin de résister plus longtemps. Et je ne connais à ces insulaires aucun instrument ni matière assez dure pour tailler ces dernières pierres. Peut-être un plus long séjour dans l'île m'eût donné quelques éclaircissements à ce sujet. À 2 heures, je revins à bord, et monsieur de Clonard descendit à terre. Bientôt, 2 officiers de l'astrolabe
arrivèrent pour me rendre compte que les Indiens venaient de commettre un vol nouveau qui avait occasionné une rixe un peu plus forte. Des plongeurs avaient coupé sous l'eau le câbleau du canot de l'astrolabe et avaient enlevé son grappin. On ne s'en aperçut que lorsque les voleurs furent assez loin de l'intérieur de l'île, et comme ce grappin nous était nécessaire, 2 officiers et plusieurs soldats les poursuivirent. Mais ils furent accablés d'une grêle de pierres. Un coup de fusil à poudre tiré en l'air ne fit aucun effet. Ils furent enfin contraints de tirer un coup de fusil à petit plomb, dont quelques grains atteignirent sans doute un de ces Indiens. Car la lapidation cessa, et nos officiers purent regagner tranquillement notre tente. Mais il fut impossible de rejoindre les voleurs, qui durent rester étonnés de n'avoir pu lasser notre patience. Ils revinrent bientôt autour de notre établissement. Ils recommencèrent à offrir leurs femmes, et nous fûmes aussi bons amis qu'à notre première entrevue. Enfin, à 6 heures du soir, tout fut rembarqué. Les canots revinrent à bord, et je fis signal de se préparer à appareiller. Monsieur de Langle me rendit compte, avant notre appareillage, de son voyage dans l'intérieur de l'île. Je le rapporterai dans le chapitre suivant. Il avait semé des graines sur toute sa route, et il avait donné à ses insulaires les marques de la plus extrême bienveillance. Je crois cependant achever leur portrait en rapportant qu'une espèce de chef, auquel monsieur de Langle faisait présent d'un bouc et d'une chèvre, les recevait d'une main, et lui volait son mouchoir de l'autre. Il est certain que ces peuples n'ont pas sur le vol les mêmes idées que nous. Ils n'y attachent vraisemblablement aucune honte. Mais ils savent très bien qu'ils commettent une action injuste, puisqu'ils prenaient la fuite à l'instant pour éviter le châtiment qu'ils craignaient sans doute que nous n'aurions pas manqué de leur infliger, en le proportionnant au délit, si nous eussions eu quelque séjour à faire dans cette île, car notre extrême douceur aurait fini par avoir des suites fâcheuses. Il n'y a personne qui, ayant lu les relations des derniers voyageurs, puisse prendre les Indiens de la mer du Sud pour des sauvages. Ils ont au contraire fait de très grands progrès dans la civilisation, et je les crois aussi corrompus qu'ils peuvent l'être relativement aux circonstances où ils se trouvent. Mon opinion là-dessus n'est pas fondée sur les différents vols qu'ils ont commis, mais sur la manière dont ils s'y prenaient. Les plus effrontés coquins de l'Europe sont moins hypocrites que ces insulaires. Toutes leurs caresses étaient feintes, leur physionomie n'exprimait pas un seul sentiment vrai. Celui dont il fallait le plus se méfier était l'Indien auquel on venait de faire un présent, et qui paraissait le plus empressé à rendre 1000 petits services. Il faisait violence à des jeunes filles de 13 à 14 ans pour les entraîner auprès de nous, dans l'espoir d'en recevoir le salaire. La répugnance de ces jeunes Indiennes était une preuve qu'on violait à leur égard la loi du pays. Aucun Français n'a usé du droit barbare qu'on lui donnait. Et s'il y eut quelques moments donnés à la nature, le désir et le consentement étaient réciproques, et les femmes en ont fait les premiers frais. J'ai retrouvé dans ce pays tous les arts des îles de la société, mais avec beaucoup moins de moyens de les exercer, faute de matières premières. Les pirogues ont aussi la même forme, mais elles ne sont composées que de 2 planches fort étroites, de 4 ou 5 pieds de longueur, et elles peuvent porter 4 hommes au plus. Je n'en ai vu que 3 dans cette partie de l'île, et je serais peu surpris que bientôt, faute de bois, il n'y en restât pas une seule. Ils ont d'ailleurs appris à s'en passer, et ils nagent si parfaitement qu'avec la plus grosse mer, ils vont à 2 lieues au large et cherchent par plaisir, en retournant à terre, l'endroit où la lame brise avec le plus de force. La côte m'a paru peu poissonneuse, et je crois que presque tous les comestibles de ses habitants sont tirés du règne végétal. Ils vivent de patates, d'ignames, de bananes, de canne à sucre, et d'un petit fruit qui croît sur les rochers au bord de la mer, semblable aux grappes de raisin qu'on trouve aux environs du tropique, dans la mer Atlantique. On ne peut regarder comme une ressource quelques poules, qui sont très rares sur cette île. Nos voyageurs n'ont aperçu aucun oiseau de terre, et ceux de mer n'y sont pas communs. Les champs sont cultivés avec beaucoup d'intelligence. Ces insulaires arrachent les herbes, les amoncellent, les brûlent, et ils fertilisent ainsi la terre de leurs cendres. Les bananiers sont alignés au cordeau. Ils cultivent aussi le solanum ou la morelle, mais j'ignore à quel usage ils l'emploient. Si je leur connaissais des vases qui puissent résister au feu, je croirais que comme à Madagascar ou à l'île de France, ils la mangent en guise d'épinards. Mais ils n'ont d'autre manière de faire cuire leurs aliments que celle des îles de la société, en creusant un trou en terre et en couvrant leurs patates ou leurs ignames de pierres brûlantes et de charbon mêlé de terre, en sorte que tout ce qu'ils mangent est cuit comme au four.
Le soin qu'ils ont pris de mesurer mon vaisseau m'a prouvé qu'ils n'avaient pas vu nos arts comme des êtres stupides. Ils ont examiné nos câbles, nos ancres, notre boussole, notre roue de gouvernail, et ils sont venus le lendemain avec une ficelle pour en reprendre la mesure, ce qui m'a fait croire qu'ils avaient eu quelques discussions à terre à ce sujet et qu'il leur était resté quelques doutes. Je les estime beaucoup moins parce qu'ils m'ont paru capables de réflexion. Je leur en ai laissé une à faire, et peut-être elle leur échappera. C'est que nous n'ayons fait contre eux aucun usage de nos forces, qu'ils n'ont pas méconnu puisque le seul geste d'un fusil en joue les faisait fuir. Nous n'avons au contraire abordé dans leur île que pour leur faire du bien. Nous les avons comblés de présents, nous avons accablé de caresses tous les êtres faibles, particulièrement les enfants à la mamelle, nous avons semé dans leurs champs toutes sortes de graines utiles, nous avons laissé dans leurs habitations des cochons, des chèvres et des brebis, qui y multiplieront vraisemblablement. Nous ne leur avons rien demandé en échange. Néanmoins, ils nous ont jeté des pierres, et ils nous ont volé tout ce qu'il leur a été possible d'enlever. Il eût, encore une fois, été imprudent, dans d'autres circonstances, de nous conduire avec autant de douceur. Mais j'étais décidé à partir dans la nuit, et je me flattais qu'au jour, lorsqu'ils n'apercevraient plus nos vaisseaux, ils attribueraient notre prompt départ au juste mécontentement que nous devions avoir de leur procédé, et que cette réflexion pourrait les rendre meilleurs. Quoi qu'il en soit de cette idée peut-être chimérique, les navigateurs y ont un très petit intérêt, cette île n'offrant presque aucune ressource aux vaisseaux et étant peu éloignée des îles de la Société.